Donc voilà, donc comme je disais ici, donc les pommes de terre, j'avais une ligne de pommes de terre notamment dans les Charlottes qui était une ligne de primeur. Donc j'avais une ligne de pommes de terre Charlotte primeur, une demi-ligne de Charlotte de saison, et une demi-ligne de corne de garde de saison, même si ce sont des pommes de terre tardives. Et puis ici, ma dernière ligne de corne de garde, bon, évidemment j'ai pris un petit peu ici au milieu pour les récolter parce que c'était celle qui était dans un état le plus avancé. Donc les pommes de terre, il faut toujours les récolter quand le feuillage est bien sec si on veut avoir des pommes de terre de conservation. Ici, je pourrais déjà les récolter éventuellement, même si le feuillage est encore vert, mais à condition évidemment de les manger tout de suite parce que sinon elles vont se mettre à germer et ce ne sera plus possible de les manger après. Donc le but c'est, si on veut éviter d'avoir des pommes de terre qui germent, ce que j'entends souvent, ce sont des gens qui disent oh mes pommes de terre germent tout le temps. Maintenant il faut bien se dire qu'on ne met plus d'antigerminatifs sur les pommes de terre, qu'elles soient bio ou conventionnelles. Donc ici, moi, tout le potager et tout le terrain, je vais dire, est en bio. Donc, il n'y a aucune application de produits de synthèse de toute façon, aussi bien engrais que produits de traitement. J'utilise très peu de produits de traitement parce que j'en ai tout simplement pas besoin puisque j'ai une diversité assez importante. De toute façon, le tour n'est pas fini. Je vais encore vous montrer évidemment comment j'arrive également. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment j'arrive évidemment à avoir parfois des très beaux légumes. Bon, maintenant c'est peut-être un peu la fin de la saison. J'aurais dû faire des vidéos un petit peu plus tôt. Je referai ça l'année prochaine. Tout ce qui est semis, repiquage. Hein, donc moi je commence mes semis vers les premiers semis de poros notamment, des poivrons, les premières laitues vers le mois de février. Donc voilà, donc ici ce qu'on peut voir c'est parcelles des cucurbitacées, donc tout ce qui est courges, courgettes, potirons. Alors moi ici, cette année, je ne sais pas tout mettre parce que c'est très envahissant comme plante. À mettre directement dans le potager, c'est assez compliqué. Moi, je l'ai fait. L'année passée, j'avais mis des melons qui avaient très bien donné, enfin très bien pour le climat belge que nous avons. Donc j'avais mis 5 pieds de melon et j'avais eu 13 melons sur les 5 pieds. Et des melons qui étaient évidemment succulents. Maintenant, ici, cette année, je n'ai pas remis de melons à l'extérieur. Donc l'année passée, c'était en parcelle à l'extérieur, en pleine terre. J'ai voulu essayer cette année dans la serre où on ira après. Donc ici, moi, cette année, j'ai mis des légumes assez classiques. Donc j'ai mis des courges. Donc, ce ne sont pas des potirons, hein, ça, ce sont des courges musquées de Provence. Ça peut s'utiliser, se cuisiner comme du potiron. Hein, voilà, ça, on sait faire des soupes. Tout ce qu'on veut avec. Hein. En décoration, c'est très bien aussi à l'automne. Alors ici, ce qu'on a, vous pouvez peut-être voir, ceci, ça c'est une courgette. Alors c'est de la courgette Black Beauty. On voit encore une petite courgette ici. Voilà, bon maintenant évidemment les feuilles sont un peu envahies par l'oïdium, mais ça c'est la fin de la saison. Et on a eu la canicule cette année, hein, donc la canicule 2018. Donc résultat, voilà, on a de l'oïdium un petit peu sur toutes les parcelles, sur de légumes évidemment qui sont sensibles à ça. Donc, les, les petits pois, bah, bon voilà, ils ont fini de produire, donc c'est pas très grave d'avoir de l'oïdium maintenant. C'est pas une des maladies les plus graves. Alors ici on a une belle parcelle, enfin une belle. C'est ici que se situe ma transition parcelle. Donc ici j'ai mis un engrais vert parce qu'ici il y avait des légumes racines. Donc il y avait des carottes notamment sur une moitié, et puis il y avait des oignons et de l'ail. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis un passe-pied ici parce que le passe-pied il est en plein milieu de l'ancienne parcelle. Maintenant je l'ai redivisé et je vais remettre un passe-pied à 2 mètres du passe-pied que vous venez de voir ici à votre gauche. Donc là ça va se situer au niveau des courges. Mais puisque les courges ne sont pas encore prêtes à être récoltées et que le feuillage est évidemment encore bien présent, quand j'aurai arraché mes courges, je remettrai un passe-pied là-bas. Et je ressèmerai un engrais vert, s'il n'est pas trop tard. Donc là j'ai mis de la moutarde blanche, hein. Enfin blanche, jaune plutôt on va dire, et ça s'appelle de la moutarde blanche. Donc là les avantages, je ferai une vidéo là-dessus au niveau des engrais verts, les avantages des engrais verts et notamment de la moutarde, enfin je vous ferai une vidéo de toute façon sur les avantages des engrais verts et quels engrais verts sont mieux que d'autres. Ici moi je choisis la moutarde, enfin ça dépend un peu des utilisations, je vous en fais évidemment un bref résumé. Ici, moi, pour l'utilisation que j'en ai, la moutarde me convient très bien, mais je compte changer au fur et à mesure des années.
je compte essayer de changer d'engrais vert une fois tous les ans ou tous les 2 ans en fonction des besoins que j'ai. Donc ici la moutarde me convient bien. Le gros avantage de la moutarde, je vais dire, c'est que ça couvre très bien le sol. Donc c'est un engrais vert qui peut se semer assez tôt, qui se sème presque tout le temps en fait, hein, toute la saison, sauf en hiver. On peut le semer au printemps, mais bon, en général c'est plutôt un engrais vert qu'on utilise fin de saison. Mais il peut très bien lever au printemps. On peut le faire lever en automne aussi, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut pas le semer trop tard. Et l'été, bah, il faut bien l'arroser, quoi, si on veut le semer. Moi, je l'ai semé celui-ci récemment. Donc ici, on est fin août 2018. Donc je l'ai semé il y a environ un truc comme une semaine et demie, même pas. Ça lève très vite. Ça fait déjà quelques jours qu'il a levé, mais bon, maintenant il est au stade cotylédonaire. Et maintenant il va commencer à faire ses premières feuilles. Ben, je vais vous montrer une autre parcelle de moutarde qui est située à côté, où j'ai là un engrais vert que j'ai semé vers le mois de juillet, un truc comme ça. Donc juste quand j'ai fait ma parcelle, donc vers le mois de juillet, je dirais. Et là, cet engrais vert là, vous allez le voir, il a très bien levé, alors qu'il a fait sec. Mais je l'ai arrosé évidemment. Alors ici, ce qu'on peut voir au niveau ici, donc qu'est-ce que j'ai mis ici, c'est une ligne d'épinards, donc d'épinards de viroflay, donc les monstrueux de viroflay. Donc avec un tuyau microporeux, hein, ça c'est normal. Le tuyau ici, ça sert d'arrosage automatique, je vais dire. Donc voilà. Donc ici, ça c'est le long de mon passe-pied, j'ai semé des épinards. Je vous montrerai tout ce qui est semis. Alors là, je vais encore devoir faire quelques semis. Je vais peut-être vous faire des vidéos au niveau des semis. Mais sinon, les semis, c'est beaucoup au printemps. En fait, on a vraiment 2 périodes de semis au niveau des cultures maraîchères. C'est essentiellement le printemps et fin de l'été. Bah, printemps pour tous les légumes, évidemment, amorcer la saison. Et puis après, la deuxième partie de saison dans le maraîchage, c'est automne-hiver. Donc on a printemps-été, automne-hiver. Printemps, c'est un peu la période creuse parce qu'on a un peu moins de légumes à la limite. Hiver, on pense souvent que l'hiver, on a peu de légumes, alors que l'hiver, il y a quand même beaucoup de légumes, hein. Rien qu'ici, je peux déjà vous en montrer quelques-uns. Déjà ici, là, ce que je vous montre là, c'est de la roquette que j'ai semée il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça, ouais. Par peut-être 3 semaines, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est de la roquette cultivée, hein. Voilà, donc là, maintenant elle commence à être au stade des premières feuilles. Donc là, je vais la laisser encore grossir et un petit peu, en tout cas, encore quelques jours, et puis je vais commencer à l'éclaircir. Donc moi, en général, je mets un pied tous les 15-20 cm au niveau des roquettes. Les épinards, c'est plus ou moins la même chose. En fait, au niveau culture, c'est quasi, je vais dire, la même chose, parce que épinards et roquettes ont deux inconvénients, je vais dire, à les cultiver durant l'été, c'est qu'ils montent très vite en fleurs. Je vais vous montrer sur cette parcelle-ci un peu plus loin, je vais vous montrer de la roquette qui a levé. Donc, parce que je l'ai semée tard au printemps et que tout simplement, il a fait chaud et elle est montée tout de suite en graines. Alors évidemment, il faut l'arroser. Je l'ai arrosée, mais un peu trop tard. Donc évidemment, elle a levé. Les épinards, c'est la même chose. Donc les épinards, moi je mets jamais d'épinards, je vais dire, durant l'été. J'en ai mis un petit peu ici, je vais vous montrer. Donc voilà, ici ce que vous voyez, le tunnel, c'est un tunnel anti-insectes. Alors pourquoi un tunnel anti-insectes, allez-vous me dire? Alors, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? C'est surtout ça. Voilà, alors ici, ce qu'on voit peut-être au niveau du tunnel, je vais vous montrer aussi à l'intérieur. Voilà, alors ceci, là, ce qui est sec, ici, que vous voyez, là, ça, ce sont des restes d'épinards. Alors, vous allez me dire, d'épinards, ça paraît un peu bizarre pour de l'épinard. Alors, moi, j'avais semé au printemps de l'épinard fraise, qu'on appelle ça. Donc, c'est une sorte d'épinard qui n'est pas un vrai épinard, en fait, hein. C'est quand même de la famille des Echinopodacées, mais c'est pas un vrai épinard. C'est pas le vrai Echinopode classique. Donc, je l'ai semé pour tester parce qu'en fait, c'est un légume qui se consomme, dont on consomme les feuilles comme un épinard classique, sauf qu'il a des plus petites feuilles qu'un épinard classique. Et puis, donc il y avait toute une ligne, hein, ici, hein, il faut bien se rendre compte. Ça, c'était une ligne de, je vais dire, 2,50 m, 3 mètres. Enfin, voilà, ça peut peut-être vous paraître peut-être pas beaucoup pour certains ou beaucoup pour d'autres. Mais voilà,
Donc, et alors après, dans un deuxième temps, à partir du mois de juillet, hein, il a commencé à faire des fruits qui ressemblent à des petites fraises, c'est pour ça qu'on l'appelle épinard fraise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon, à quoi ça ressemble en fonction de ce qu'il en reste, hein, parce que c'est plus consommable maintenant. Donc ça ressemble à ceci. Voilà. Alors évidemment, logiquement, c'est rouge. Là, c'est noir parce que c'est un peu carbonisé. Enfin, carbonisé, enfin, façon de parler évidemment. Hein, c'est un peu cuit par le soleil. Et puis, de toute façon, ça a fané. Maintenant, on peut récupérer les graines, hein, même s'il est peut-être déjà un peu tard. Vous les voyez peut-être, elles sont là. Maintenant, bon, la plante a déjà un peu pris l'eau, enfin les graines aussi, donc c'est peut-être plus vraiment récoltable. Alors, ce sont des très petites graines. Hein. Ça, si vous voulez essayer ça dans votre jardin, dans votre potager, c'est très bien. Alors, les fruits ils goûtent la betterave. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé l'épinard fraise, parce que sinon, au niveau de la culture, c'est pas très compliqué. Parce que c'est un épinard comme la plupart des épinards, sauf que la différence, c'est qu'on sait manger les fruits et que ça nous intéresse en quelque sorte que ça monte en graines, puisqu'on consomme les fruits. Donc, on a un double avantage. Alors, pour vous, si vous aimez les betteraves, hein, c'est très pratique pour mettre dans la salade, pour éviter de cultiver de la betterave, ou vous pouvez cultiver la betterave et des épinards frais, c'est pas gênant. Mais alors vous pouvez utiliser les feuilles et les fruits. Donc c'est un gros avantage pour un légume. Moi maintenant j'aime pas, c'est mon avis personnel. Donc ça je vous encourage vraiment à essayer cette culture-là. Si vous aimez bien les épinards et que vous aimez bien le goût de la betterave, bah, je vous encourage vivement même à essayer d'en cultiver. Maintenant c'est un peu compliqué à cultiver dans le sens où moi ici, enfin, j'ai pas vraiment de point de comparaison puisque c'est la première année que j'en mets. On dit souvent les épinards, il faut une terre bien tassée, enfin bien ferme on va dire, pour la germination. Alors moi, j'ai fait différemment parce que ma terre, elle était déjà trop mouillée pardon, quand j'ai semé. C'était tôt au printemps, donc j'ai pas su, je ne savais pas faire autrement, donc j'ai semé à l'intérieur, directement dans une terrine. Et je les ai repiqués directement à l'extérieur, enfin ils étaient en godet, pardon, en godet. Et je les ai repiqués à l'extérieur, en ligne, comme ici, et ils ont très bien pris, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, moi, le problème, c'est que j'en avais semé donc une première fois à l'extérieur, et à l'extérieur, ils n'ont pas pris puisque la terre était trop grosse. Donc, de fait de cette mauvaise expérience, j'ai fait en godet un petit peu plus tard, et là, ça a germé, mais il faut du temps. Pour les épinards fraises, il faut plus de temps pour les épinards classiques. Il faut quasi autant de temps pour une carotte, en fait. Donc, il faut compter 15 jours, 3 semaines, quoi. Pour la germination, c'est très long. C'est un des légumes qui met le plus longtemps à germer d'ailleurs. Donc, voilà, donc j'ai essayé, puis j'ai repiqué, mais bon voilà, c'est du temps à passer, ce sont des très petites graines, donc à mettre à germer à l'extérieur, il faut une terre très préparée, un peu style pour les carottes. Donc il faut vraiment, ça c'est un peu compliqué, surtout que c'est un légume feuille, donc si vous faites des parcelles et des rotations, que vous mettez ça en légume feuille, ça va être, il faut préparer la terre, quoi. Faut pas aller mettre ça dans de la terre comme où il y a où je vous ai montré la moutarde, hein, elle est plus grossière. Là d'ailleurs, pour de la moutarde, il n'y a pas besoin de préparer fort la terre, c'est fin de saison. À la limite, on peut la préparer très grossièrement. L'idéal, c'est de remettre un petit engrais. Je vous montrerai aussi toutes mes fiches que je fais concernant le potager, mes fiches de fertilisation, mes fiches de semis. Je dois faire des fiches concernant les maladies et traitements biologiques. Enfin, je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos de toute façon. Donc, c'est pas trop un problème, hein. On verra ça plus tard. Donc voilà, dernière parcelle que je n'ai pas encore exploitée évidemment pour l'instant et dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la moutarde. Alors la moutarde qui est en fleurs pour l'instant. Les abeilles et les bourdons se régalent évidemment, ça paraît logique, très nectarifère. D'ailleurs ça sent très bon. Alors ce qui s'est passé, moi j'ai semé une première fois, donc ça c'est la parcelle dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai semé, si vous vous rappelez bien, vers le mois de juillet. Donc j'ai créé cette nouvelle parcelle-ci qui date de cette fin de printemps, début d'été, et j'ai directement semé un engrais vert. Donc j'ai amendé, mis un engrais pour l'année prochaine, pour envie de cultiver l'année prochaine des légumes racines, donc des légumes bulbes, donc des oignons et des carottes, et panais, échalotes et ail. Donc j'ai déjà mis un engrais vert pour déjà avoir une couverture, parce que je voulais pas mettre du broyat partout, j'en avais plus assez, et je voulais qu'une plante occupe ça de façon à déjà avoir des fleurs, de 1. Alors
Un, pourquoi? Pour les abeilles. De deux, pour pouvoir espérer avoir des graines et éventuellement ne plus devoir racheter de graines l'année prochaine de moutarde. Et que je puisse pouvoir tout simplement les récolter et en ressemer. Ça, c'est le but. Donc moi, j'essaye dans mon optique de potager biologique de tout simplement récupérer toutes les graines. J'ai acheté des graines récemment, j'en rachète encore pour des nouvelles variétés, des nouvelles plantes que je souhaite avoir, parce que voilà, je ne sais pas faire autrement, mais je ne veux absolument pas faire vivre des compagnies semencières qui nous empoisonnent constamment. Donc je veux être autonome au maximum. C'est ce que tous les gens qui ont des potagers devraient tout simplement faire. Je sais que c'est un peu de temps à passer, quoique il y a des trucs qui sont très simples à récolter. Par exemple, les courges. Ne venez pas me dire qu'on n'a pas le temps de récolter des graines de courge, parce que c'est extrêmement simple, on les jette en plus. Quand on fait des préparations, on les jette la plupart du temps. Même s'il y a moyen de faire des snacks, etc. avec, la plupart des gens les jettent, et c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu. C'est tellement simple, il suffit de les récupérer, les faire sécher, vous les mettez dans une enveloppe, vous notez que ce sont des courges telle variété, ou courgettes, et vous les stockez pendant l'hiver à une température, je veux dire, constante, hein, il ne faut pas de trop gros écarts thermiques, et vous avez une pleine germination l'année d'après. Je vais vous donner un exemple juste après quand on va aller dans la serre, rien qu'avec les tomates. Donc voilà, donc ici pour revenir au niveau de la moutarde, elle a levé très rapidement, maintenant elle est en fleurs depuis déjà un petit temps, ça fleurit très longtemps. Donc pour les gens qui aiment bien avoir des fleurs dans leur potager, c'est vraiment parfait. Ça germe très vite, vous voyez, je n'ai aucune mauvaise herbe. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai semé, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal semé ou si c'est parce qu'il faisait très chaud, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des trous. Alors ici, vous voyez qu'il y a de la jeune moutarde que j'ai ressemée dans les trous qu'il y avait. Donc pour ne pas laisser vide, évidemment, et après avoir des mauvaises herbes, enfin des adventices plutôt. Parce que mauvaises herbes, c'est un terme peut-être un peu fort, parce que moi, comme je vous dis, je laisse aussi des mauvaises herbes, comme on dit. Là, je laisse du gazon, je laisse même quelques mauvaises herbes venir, parce qu'elles ne me dérangent pas. Je débroussaille une fois de temps en temps, mais je veux dire, où elles ne me dérangent pas, je les laisse. Vous allez voir après dans la partie rucher, je les laisse aussi, parce que c'est très bien, je veux conserver un espace sauvage. Alors ici, bah voilà, ici c'est toute une ligne de petits fruits que je vais installer. J'en ai déjà installé quelques-uns, mais je vais encore en mettre ici. Vous allez voir, il va y avoir tout du broyat. Je vous montrerai ça plus tard, mais voilà, vous verrez quand ce sera fini. Je dois faire ça cet automne. Voilà, alors encore un dernier truc que j'ai oublié de vous montrer dans la parcelle des légumes feuilles et que je souhaite vous montrer. Alors, non, encore deux choses que j'ai oublié de vous montrer. Ici, il y a donc une laitue que j'ai laissé monter en graine, donc c'est une reine de mai, hein, donc voilà, et maintenant elle a fait des fleurs, et, enfin, en grande partie, et des graines que j'ai récoltées dans une petite enveloppe, hein, là-bas. Donc tout simplement, toujours dans le même esprit, de pouvoir récolter ces graines et ne pas devoir en racheter, parce que ça coûte cher, les graines, de plus en plus cher d'ailleurs, en plus surtout les bio. Les graines bio coûtent très cher, tout simplement parce que ça n'intéresse personne, euh, notamment les compagnies semencières, que les gens soient autonomes. S'ils sont autonomes avec leurs graines, des graines bio ne sont pas des hybrides, ce sont des graines voilà, qui sont un peu plus chères à produire aussi, parce qu'il faut une exploitation bio. Donc ces gens-là se permettent de les vendre plus cher. Mais les compagnies semencières ne sont absolument pas intéressées par vendre des graines qu'on sait ressemer des graines de plantes où on sait récupérer les graines et les ressemer d'année en année. Ce que tout le monde faisait dans le temps, mais que plus personne ne fait maintenant, enfin, plus personne. Par rapport à la quantité de gens qui le faisaient dans le temps, beaucoup moins de personnes le font maintenant. Donc voilà, donc ici je voulais vous montrer la roquette que j'avais semée il y a déjà un petit temps, qui est évidemment montée en fleurs. Maintenant ça m'arrange bien encore une fois qu'elle soit montée en fleurs, parce que comme ça, j'ai des graines. Là au bout j'ai des graines, que je vais encore devoir attendre un petit peu, mais sinon je vais avoir des graines pour pouvoir mettre à ressemer l'année prochaine. Alors ici vous allez voir les dégâts des taupes. Alors maintenant qu'il fait moins sec et qu'il a replu, les taupes elles reviennent. J'ai quelques dégâts de taupes par là, mais ce ne sont pas vraiment des dégâts. Je n'appelle pas ça des dégâts. Ce sont des taupes qui sont venues, elles ont retourné un peu la terre. Moi, les taupes, je les laisse tant qu'elles ne viennent pas. Voilà, ça ne me dérange pas.
parce qu'elles n'ont rien fait au niveau des légumes. Par contre, si elles viennent faire ça au niveau des légumes, ce qui risque d'arriver, ben, j'agirai peut-être pour pouvoir m'en débarrasser. Maintenant, sinon, la taupe, cette année, chaque année, au printemps, logiquement, il y en a au moins une ou deux qui viennent. Maintenant, cette année, j'en ai eu au printemps, mais elles ne sont pas venues dans le potager. C'est la première fois qu'elles viennent dans le potager et qu'elles me font des taupinières. Mais tant qu'elles viennent à des endroits où il n'y a pas de plantes, ça m'arrange très bien parce que comme ça, moi, elles m'émiettent la terre et ça me fait moins de travail travail de sol à faire. Donc, elles m'arrangent très bien, ces limaces. C'est les limaces, pardon, c'est taupe, ce que je raconte. Enfin voilà, donc ici, encore une petite chose que je voulais vous montrer, c'est les bêtes. Alors ça, je vais peut-être directement soulever le voile. Alors pourquoi mettre des bêtes tout simplement sous filet? Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Voilà. Donc ça, ce sont des bêtes en fait que je n'ai même pas semées. C'est ma tante qui a un potager bio qui les a semées et qui m'en a apporté vers le mois de juillet ou je ne sais plus, ou non juillet je pense. Et je les ai repiquées, j'en ai encore d'ailleurs, mais que je ne saurais pas repiquer parce qu'elle m'en a amené trop. Donc les bêtes qui sont en fait des cousines des épinards. Par contre, ça doit être beaucoup arrosé parce que sinon ça se développe pas bien. Ça, pour la reprise surtout, il faut beaucoup arroser. Alors donc voilà, maintenant ça se consomme comme de l'épinard. Ça peut se consommer frais ou donc en salade ou en général plutôt cuit. Hein. Donc voilà, en fonction des goûts, si vous aimez, c'est très bien. Alors ici, voilà, vous allez voir les épinards, les épinards, qu'est-ce que je raconte encore? Les poros, pardon. Les poros. Alors il y a quoi comme poros? Ou les poireaux pour ceux qui disent les poireaux. Parce que chez nous on dit poros. Alors on est un peu, ici j'habite dans un village, on est un peu, le village est poireaux comme certains disent. Donc chez nous on dit poros. On ne dit pas le i. Voilà, donc vous allez voir ici, c'est un peu le village des poros. Donc on a notamment, moi j'ai deux variétés. J'ai semé une première variété il y a un petit temps maintenant. La grande que vous voyez là, ça ce sont des Poitou, des gros jaunes du Poitou. Donc ce sont des poros d'été et automne. Hein, donc on peut commencer à les récolter. Déjà là on peut les récolter, je vais dire en primeur. Maintenant je les ai eu un peu tard, mais on peut déjà les récolter maintenant. Voire même un petit peu plus tôt, mais moi en général j'essaye de les laisser grossir au maximum. L'avantage c'est que ça reprend super facilement le poro. J'ai aucune perte, l'année passée j'en avais mis 60 de cette variété là, aucune perte. Des plus petits oui, mais aucune perte en tout cas, c'est très très facile à cultiver, enfin non, très facile au niveau de la reprise, mais après il y a des accessoires dont il faut se doter. Moi j'ai mis un filet ici, je vais vous expliquer pourquoi après, donc je reviendrai là-dessus. Donc ici, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc j'ai mis 30 pieds de ces poros jaunes du Poitou que je vais commencer à récolter. Et puis j'ai encore 30 donc, que j'ai mis sur une autre ligne que vous voyez peut-être ici, ils sont un peu plus petits. Je vais vous les montrer, voilà, ça. Ici, le long du tuyau microporeux, qui est très utile pour arroser les poros. J'ai mis des poros d'hiver qui se conservent tout l'hiver en fait. Hein. Enfin logiquement, des poros de Liège. Donc ça indique bien la région où j'habite. J'habite du côté de Liège, donc c'est un peu la région des poros et c'est une variété qui s'appelle la variété de Liège que vous connaissez peut-être, hein, qui est présente aussi en France. Donc même pour les Français, ils connaîtront aussi. C'est pas pour rien parce qu'ici à Liège, bon, c'est pas qu'on mange beaucoup de poros, mais c'est un peu voilà, la région des poros. Bon, évidemment, voilà, on a aussi au niveau de Poitou. Voilà, il y a plusieurs régions, mais celle-ci est vraiment pas mal. Donc, pour cultiver les poros, c'est pratique. Par contre, petit problème avec les poros, ça je dois vous en parler. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vais détailler un peu plus les cultures. Voilà, donc le problème des poros, pourquoi est-ce que j'ai mis un filet? Parce qu'on a de la teigne du poro. Alors, on dit qu'il faut associer le poro avec chic, avec la carotte, etc. Moi, le problème, c'est que je travaille avec des parcelles bien spécifiques. Ça, c'est un légume feuille, le poro. Enfin, je le mets dans mes légumes feuilles. La carotte est un légume racine, donc ça ne coïncide pas au niveau des parcelles. Alors je peux faire quand même des cultures associées, je pourrais, mais je ne le souhaite pas tout simplement parce que j'ai pas envie de chipoter à faire ça.
pour moi la méthode la plus simple, même en association. Moi, ma tante qui fait aussi un potager bio, comme je vous l'ai dit, elle a déjà essayé les associations au niveau poros et carottes, m'a dit c'est sans grand succès, quoi. Il y en a peut-être qui auront meilleur résultat qu'elle. Elle, je ne sais pas comment elle a fait son coup, peut-être qu'elle a mal fait, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas voulu essayer. Je me suis dit, je vais mettre un filet, c'est tellement plus simple et c'est la méthode la plus efficace. Je vais voir cette année. C'est en général ce qu'on dit, la méthode la plus efficace. Donc je vais voir cette année. Alors puisque j'avais un filet qui était un peu trop long, je l'ai même mis autour des bêtes parce que je me dis, s'il y a encore un insecte qui voulait s'attaquer aux bêtes, bah, c'est plus facile que de le faire s'arrêter ici au milieu. Donc voilà, comme ça c'est bien plus simple. Et alors, dernière chose, bah, il faut buter les poros, ça c'est évident, hein. Moi je fais en général 2 butages. Si vous avez des cultures fort serrées, bah, vous pouvez éventuellement buter plus. Et ou si vous voulez, bah, vous pouvez buter qu'une fois. Si vous voulez, ça dépend si vous voulez beaucoup de blanc ou pas. Le jaune du Poitou là, il fait beaucoup de blanc. C'est un poro qui ne fait pas des longs fûts, ça il faut bien être d'accord avec ça. Donc si vous êtes intéressé par cette culture et cette variété, c'est pas un poro qui fait des fûts qui sont longs comme le poro de Liège. Mais c'est un poro qui fait des fûts assez court mais très gros en général, donc assez avec un bon diamètre. Et surtout il fait beaucoup de feuillage blond qu'on appelle ça, beaucoup de feuillage, oui, et donc pas très érigé mais beaucoup fort étalé comme vous pouvez le voir. Et, euh, et donc il faut consommer le feuillage. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne consomment pas le feuillage alors que dans un poro tout se mange, hein, donc je vois pas vraiment l'intérêt. On peut manger des germes de poro, on peut manger moi quand j'éclaircis mes poros au printemps dans la terrine, je mange les germes de poro, c'est excellent, c'est un peu piquant évidemment mais c'est très bon. Voilà, donc ici il n'y a aucune raison. Et alors dernière chose, ben, à vous conseiller pour tout ce qui est poro, roquette, épinards, et surtout tout ce qui est carottes, etc. Carottes panées, tout ce qui est culture en ligne. Moi, ce que je fais toujours, je mets un tuyau micro-poreux. Un tuyau micro-poreux pour mettre sur une culture de potiron, de melon, des cultures qui sont fort espacées avec des pieds bien séparés les uns des autres. Je trouve ça inutile d'aller mettre un tuyau micro-poreux tout simplement parce que entre les plants, on perd énormément de place, enfin d'eau, pardon. Donc ça sert à rien. Par contre, sur une culture en ligne, comme par exemple, je vous ai montré les épinards tout à l'heure qui commencent à lever, qui sont toujours au stade cotylédonaire, et bien ici c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup d'épinards concentrés au même endroit. Donc l'efficacité de l'arrosage est presque à 100%, quoi. Donc voilà, ben, je vais vous refaire une autre vidéo de toute façon, parce que celle-ci dure déjà depuis longtemps. Donc je vais vous faire une autre vidéo avec les lacères de toute façon. Donc là, voilà, là je vous ai présenté la partie majoritaire de l'extérieur, même s'il y a encore des petites choses à vous présenter. Je vais vous présenter un peu la partie fruitier plus tard. Et plus tout ce qui est annexe. Et je vais vous faire une autre vidéo, parce que celle-ci fait déjà presque une demi-heure de vidéo, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, je vais vous refaire une autre vidéo au niveau de la serre. Allez, à bientôt!